Je n'aurais jamais pensé qu'entrer dans ma propre salle à manger me donnerait l'impression d'être une intruse. Mais ce matin-là, je m'arrêtais au seuil et je l'entendais. La voix de Sophie, basse, tranchante. Son esprit est trop loin. Dans 2 semaines, la succession sera à nous. Mes genoux ne fléchissaient pas. Mon estomac ne se nouait pas. Au lieu de cela, je ressentais une clarté étrange, froide, contrôlée. Chaque instinct, affûté par 30 ans en tant qu'avocate en exercice, s'éveillait. Elle le disait si nonchalamment, dans ma propre maison, comme si je n'étais pas juste dans le couloir, comme si je ne respirais pas encore sous ce toit. Buvant cette eau du robinet, lavant la vaisselle dans cet évier, et mon fils, mon unique enfant, le garçon, que j'avais élevé à travers de longues nuits et des affaires encore plus longues. Riait. Tiens-la juste éloigné du téléphone d'ici là, disait-il. C'est presque bouclé. Presque. Je reculais du seuil, comme si c'était le bord d'une falaise. Ma respiration était stable. Mon pouls ne l'était pas. Je passais devant le miroir du couloir, me voyais, menton haut, lèvres serrées, yeux brillants, mailles alertes. Je ne pleurais pas. C'était le moment où tout changeait. Pas quand Sophie emménageait, pas quand ils insistaient, que j'avais besoin de plus de repos. Pas même quand ils prenaient les mots de passe bancaire sous prétexte d'aider. Non, c'était ce murmure. Froid, impatient, définitif. J'étais censée être un fantôme maintenant, quelqu'un qu'on pouvait ignorer, écarter, dissoudre. Une femme inoffensive, confuse, avec des souvenirs qui s'effacent et des clés égarées. Mais je n'étais rien de tout cela. Je m'appelle Madeleine Louise Giraud et j'ai rédigé mon premier contrat de procuration à 28 ans. J'ai plaidé ma première affaire d'héritage avant d'avoir une hypothèque. Je connais la forme de la fraude, l'odeur de la coercition, la ponctuation exacte de la trahison. Il l'avait oublié, ou peut-être ne l'avait-il jamais respecté. J'attendais qu'il passe au salon, jusqu'à ce que la voix mielleuse de Sophie commence à gazouiller à propos de thé aux herbes, et que mon fils, Raphaël, glousse à propos du marché boursier. Puis j'entrais dans la salle à manger, calme, neutre, comme si j'étais juste venue chercher du sucre. « Bonjour », disais-je. Sophie manquait de lâcher sa tasse. Raphaël souriait trop largement. « Maman, tu es debout tôt. J'ai fait un rêve, répondais-je. Je me suis dit que j'allais profiter du temps supplémentaire. Les mensonges glissaient de ma bouche, comme de la soie. C'est ça avec les gens qui pensent quand que vous êtes brisé. Ils ne remarquent pas. Quand vous commencez à vous réparer, j'ouvrais le tiroir sous le grille-pain, prenais mon petit carnet noir, c'est lui, qu'il pensait que j'avais oublié, et commençais à prendre des notes. Je notais la date, l'heure, leurs expressions, leur proximité avec le chargeur de mon téléphone. Sophie m'observait avec un sourire crispé. « Tu sembles fatiguée, Madeleine. Peut-être te reposer un peu plus. » Je lui rendais un sourire, regard morte. « Peut-être plus tard. » Elle touchait mon bras, trop fermement. « On veut juste que tu ailles bien. »« Je vais bien. » mentais-je encore, facilement. Mieux que depuis des semaines, car j'avais un plan maintenant, et ils n'avaient aucune idée que la femme qu'ils essayaient d'effacer venait de se remettre en pleine lumière. Plus tard ce matin-là, je m'asseyais sur la terrasse avec une tasse de thé tiède, regardant le jardin de roses que j'avais autrefois construit. Fleurir sans moi, la glycine envahissait. Dès le trait Carly, la fontaine avait besoin d'être nettoyée. Mes mains me démangeaient de la réparer, mais je restais immobile, observant, attendant. Par la fenêtre de la salle à manger, j'entendais Sophie rire, trop fort, trop forcé, et Raphaël la rejoindre, riante, comme si rien n'allait, comme si leurs mensonges n'avaient pas arraché le dernier lambeau de paix de mon âme. Ils sortaient avec des assiettes de brunch.
comme si nous étions une famille heureuse, saine. Sophie posait une couverture sur mes genoux, sans demander. Raphaël se penchait pour embrasser mon front. « Comment va ma petite aujourd'hui ?» demandait-il. Comme si j'avais 5 ans, comme si je n'étais pas celle qui avait payé son école de droit. Quand ses bourses s'épuisaient, comme si je n'avais pas veillé chaque nuit. Quand il était malade en terminale, cherchant des options de traitement, pendant que sa propre femme était à boire avec ses collègues. « Je vais bien », disais-je doucement. Sophie s'asseyait à côté de moi avec son assiette de roquettes et de blanc d'œufs, croisant les jambes, comme si elle s'installait pour un spectacle. « Tu sais, gazouillait-elle, le docteur Moreau a dit que tu aurais des jours comme celui-ci. La lucidité va et vient. » Lucidité. Je manquais de rire. Ses mots, c'était son arme maintenant, grand, clinique, lourd d'implications. Elle voulait que je tressaille, que je demande ce qu'elle voulait dire, que je montre une fissure. Mais je ne le faisais pas. Je sirotais mon thé, la regardais droit dans les yeux. « Et qui est le tautre, Moreau déjà ?» demandai-je. Elle clignait. « Ton urologue. »« Amusant, » répondais-je, la voix égale. Je ne me souviens pas avoir consenti à des examens, surtout pas avec quelqu'un nommé Moreau. Raphaël s'éclaircissait la gorge. S'agitant sur sa chaise, on pensait juste que ce serait bien d'avoir un second avis. Après la vessie, les choses ont changé. Changé, répétais-je. Je laissais le mot flotter dans l'air, comme du lait tourné. Sophie reprenait là où il trébuchait. Nous pensons seulement à ce qui c'est le mieux pour toi. Madeleine, ce n'est pas facile pour les familles. Tu sais, quand la santé décline. Voilà, encadré comme de la sollicitude, enveloppé de pitié, noué d'arrogance. J'avais déjà joué à ce jeu. J'avais vu des familles utiliser une fausse empathie pour écarter des matriarches, manipulant les délais et les intentions, pour redessiner des héritages entiers. Je n'imaginais juste jamais que la mienne ferait de même. Quand mon fils avait-il cessé de me voir comme son encre, pour me voir comme un fardeau? Il pensait qu'il gagnait. Je le voyais dans la manière dont Sophie inclinait légèrement le menton, quand elle mentionnait les relevés bancaires, dans la façon dont Raphaël gloussait doucement. Quand je demandais des nouvelles du courrier, que je n'avais pas vu depuis des semaines, il pensait être déjà à mi-chemin. « Merci », disais-je doucement, souriant comme une grand-mère, qui ne savait pas mieux, de prendre si bien soin de moi. Sophie rayonnait. Raphaël semblait soulagé. Et à cet instant, je devenais l'ombre parfaite de leurs attentes. Qu'ils croient que j'étais douce, qu'ils pensent que j'étais trop lente pour comprendre, qu'ils jouent de leur petite comédie encore une semaine ou 2. Car quand je reviendrai, ce ne serait pas avec des questions, ce serait avec des faits, affidavit, signatures, ordonnances. Judiciaire. Je finissais mon thé, me levais lentement, une main reposant sur le dossier de ma chaise. Pour un effet dramatique, je vais m'allonger, disais-je, et je le faisais, mais juste assez longtemps pour déverrouiller le tiroir de ma table de nuit, récupérer le vieux dossier marqué ML Giraud Contingence. Il voulait que je disparaisse dans 2 semaines. J'avais besoin de 10 jours. J'avais commencé à le remarquer 1 mois après l'AVC. Les changements subtils, la manière dont Sophie répondait au téléphone avant moi, la façon dont le courrier arrivait déjà ouvert, empilé soigneusement près du bol de fruits intouchés. Elle appelait ça « aider », mais ça ressemblait à « contrôler ». Au début, je pensais être paranoïaque. Puis Raphaël le disait à voix haute. « Laisse Sophie gérer les factures. »« Maman, » disait-il, en brossant des miettes de son pantalon, à peine levé les yeux de son téléphone. « Tu devrais te détendre, te reposer. » Je venais de demander un document fiscal, un qui aurait dû m'arriver, un que je n'avais jamais vu. Le contrôle m'échappait par cuillerée. Mon chéquier disparaissait un jour.
Sophie disait l'avoir rangé quelque part en sécurité. Mon iPad se verrouillait avec un mot de passe que je ne me souvenais pas avoir défini. Soudain, Sophie confirmait mes rendez-vous médicaux. J'étais juste emmenée. Si je cherchais à reprendre mon autonomie, ils appelaient ça du stress. Si je questionnais un changement, c'était de la confusion. Si je résistais, j'étais agitée. Et ils écrivaient tout. Sophie commençait à tenir un soi-disant journal de santé. Au début, je le trouvais dans le tiroir de la cuisine, derrière les ciseaux, ouvert, des notes audacieuses griffonnées en rouge, à répéter la même question 3 fois. Possible perte de mémoire, confuse sur l'horaire des médicaments, surveillée de près, devenue irritable au petit déjeuner, envisager d'ajuster les stabilisateurs d'humeur. Je fixais l'écriture longtemps, puis refermais le journal, le remettais exactement où je l'avais trouvé. Il construisait un dossier, et j'étais censée être trop embrouillée pour le remarquer. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que j'avais traité des cas de tutelle pour personnes âgées auparavant. J'avais défendu des clients, à qui tout avait été pris sous prétexte de protection. Les familles n'étaient rarement cruelles à voix haute. Non, elles étaient prudentes, douces, légales. Elles souriaient en signant vos droits, embrassaient votre front, appelaient ça de l'amour. Sophie n'était pas différente. Elle ne criait pas, elle roucoulait, ne demandait pas. Elle conseillait, elle construisait un mur de politesse autour de moi si haut que même Raphaël ne remarquait pas que c'était une cage. Et Raphaël, oh Raphaël, je pensais autrefois que son plus grand défaut était la lâcheté. Mais maintenant, je voyais pire. La complaisance. Il aimait la commodité. Laisser Sophie tout gérer. Ne pas avoir à questionner ses décisions. Il pouvait ainsi prétendre à l'innocence, main propre, cœur conflictuel. Un soir, je testais les eaux. As-tu annulé mon service de jardinage? Demandai-je à Raphaël légèrement. Il clignait. Sophie a dit que c'était trop cher, que tu n'en avais plus besoin. Trop cher. Ce jardin était le mien, ma thérapie, mon rituel matinal depuis 20 ans. Je n'avais pas besoin de son approbation pour tailler des haies ou commander de l'engrais. Mais apparemment maintenant, si. Ah, disais-je, hochant la tête, comme si je comprenais. Et cette nuit-là, je montais au grenier. Ça faisait des années que je n'avais pas gravi ces escaliers. Mes genoux me faisaient mal. Je bougeais plus lentement qu'avant. Mais mon esprit était clair. Et là-haut, sous de vieux quilts et des boîtes à naphtaline, se trouvait le coffre que je n'avais pas touché depuis plus d'une décennie. À l'intérieur, mes accréditations juridiques, mon tampon de notaire, des copies de chaque document légal que j'avais rédigé pour moi-même, y compris le trust familial original intact, toujours valide, et une enveloppe jaune, des dents, une liste d'anciens collègues, 3 affidavits de clients que j'avais gardés à des fins pédagogiques et une carte indexée usée qui disait en encre noire « Au cas où ils oublieraient qui tu es ». Je m'asseyais là, sur le sol du grenier, commençais à lire. Ils pensaient réécrire mon héritage. Ils oubliaient que je l'avais écrit d'abord. Quelques jours plus tard, je triais la pile de courriers que Sophie avait, encore une fois, gentiment rassemblée pour moi. Elle me l'attendait avec son demi-sourire habituel. C'est lui qui essayait de dire « Je te rends service », quand nous savions toutes deux qu'elle m'enterrait. Rien d'important. Gazouillait-elle, juste le truc ennuyeux habituel. Je l'emportais dans ma chambre, fermais la porte, la verrouillais. C'était nouveau. Je n'avais jamais verrouillé une porte dans ma propre maison auparavant. Mais maintenant, chaque porte semblait une dernière défense. Parmi les offres de cartes de crédit et les relevés d'assurance, il était là. Une enveloppe crème avec une adresse de retour gaufrée en or du cabinet que j'avais utilisée pour ma planification successorale avant de prendre ma retraite. À l'intérieur, une lettre de confirmation d'un notaire que je ne reconnaissais pas et agrafée au dos.
Une copie du trust mise à jour. Le papier craquait en le dépliant. Mon nom y était encore, mais au passé. Le fiduciaire maintenant indiquait Raphaël Giraud, avec Sophie Giraud comme successeur. Mon propre titre, fondatrice et fiduciaire originale, était barré. Un note avec une date qui tombait 3 semaines après mon AVC. Je fixai la signature au bas du document. Madeleine L. Giraud. Elle ressemblait à la mienne. Presque parfaite. Les boucles étaient justes. La queue du L plongeait, comme je le faisais autrefois. Mais la pression était trop légère. Mon le trop rond, c'est lui. Qui l'avait fait, était bon. Très bon. Mais pas assez. Car je connaissais cette signature. Comme je connaissais mon propre reflet. Et celle-ci, c'était une imitation. J'avais passé des décennies à rédiger des documents, à examiner des contrats, à repérer des incohérences, que des yeux moins aguerris manquaient. Ceci, c'était du travail d'amateur enveloppé d'une fausse confiance. Je tournais la page. Un show de notaire. Nouveau. Dateur officiel. Je ne connaissais pas ce notaire. Mais Sophie, oui. J'avais vu sa carte sur le comptoir de la cuisine le mois dernier. Et elle l'avait balayé d'un « Oh ». Il a juste notarié des documents de voiture pour Raphaël. Menteus. Je posais le document à plat sur le lit. Le fixais, jusqu'à ce que les bords se brouillent. Ce n'était pas juste de la manipulation, c'était de la fraude. Pas juste une fraude occasionnelle, fraude successorale, usurpation d'identité, peut-être même abus financier sur personnes âgées. S'ils avaient utilisé cette révision pour déplacer des actifs déjà, et ils pensaient que je ne remarquerais pas, que je traînerais en pantoufles, pendant qu'ils vidaient mon héritage, mes mains tremblaient, pas de peur, mais de fureur. Pas à cause de ce qu'ils avaient fait, mais à cause du peu qu'ils pensaient de moi en le faisant. Quand Sophie frappait à ma porte plus tard, demandant si j'avais besoin d'aide pour le dîner, je ne levais pas les yeux de mon écriture. Non, disais-je doucement, je travaille sur quelque chose. Elle s'attardait. Tu es sûre? Tu sembles fatiguée. Je me tournais légèrement, laissant une trace d'acier glisser dans ma voix. Amusante. Sophie. Je pensais justement à quel point tout semble clair ces derniers temps. Je l'entendais battre en retraite dans le couloir. Et une fois partie, je tendais la main vers l'enveloppe sécurisée, que j'avais étiquetée il y a des années, en cas de fraude. Déclencheur légal. À l'intérieur, je glissais une photocopie du document falsifié. Demain, je l'apporterai à André Lefebvre, un ancien collègue, maintenant à demi retraité, mais toujours vif comme une arguille, et plus tenace qu'un avocat acculé, s'il voulait jouer à la signature. Jouons. Mais je ne bluffe pas. Au lever du soleil le lendemain matin, j'étais déjà à mi-chemin du tri des dossiers dans mon bureau à l'étage. Je ne m'embêtais pas avec le petit déjeuner. La faim ne signifiait rien pour moi maintenant. La concentration était un carburant suffisant. Sophie frappait une fois vers 8 heures. « Tu veux du porridge, Madeleine ?» Je ne répondais pas. Une pause. J'entendais ses pas s'éloigner. Bien. Qu'elle s'inquiète? Vers 10 heures, je fixais un épais dossier manille étiqueté Trust Giraud original. Le papier jaunissait, mais intact. Mon écriture était nette, les annotations précises. Le Trust original. Rédigé. Signé? Notarié dans mon propre bureau en 2002. Témoigné par André Lefebvre lui-même. Je souriais en le comparant ligne par ligne à la copie révisée que Sophie avait fait passer par son notaire fantoche. Elle supprimait les clauses d'acquisition échelonnée, aplatissait l'autorité contingente, le réduisait à un transfert direct de successeur, comme si j'étais déjà morte. J'avais conçu le trust original avec des couches de protection pour moi, pour la succession, pour le scénario exact. Où je me trouvais maintenant, Sophie, dans son arrogance, avait tout simplifié. La simplicité était facile à démanteler. Le reste de la journée, je travaillais en silence. Je n'écrivais rien par email.
Ne passait pas d'appel depuis le téléphone de la maison. Je n'allais pas lui donner un indice en utilisant quoi que ce soit. Qui avait des oreilles à la place. Je rédigeais une courte note à André. Codait, prudente, demandant une consultation successorale discrète. Et la déposais moi-même à la boîte aux lettres. En allant me promener ce soir-là, quand Raphaël s'asseyait à côté de moi sur le canapé, avec sa fausse sollicitude, je hochais la tête, comme une poupée. « Maman, tu vas bien? Je suis juste un peu fatiguée, disais-je. Yeux grands, innocente. Les choses semblent floues, ses épaules se détendaient. Il tapotait ma main. Sophie me souriait depuis l'autre côté de la pièce, comme si elle avait déjà choisi mes fleurs funéraires. Je manquais de rire. Ils oubliaient que j'avais construit la maison. Que Sophie volait maintenant. Je n'étais pas juste la fondatrice de ce trust. J'avais fondé mon propre cabinet, défendu des clients fortunés contre des vautours comme elle. Je connaissais tous les angles du contentieux successoral. J'avais formé la moitié des avocats, utilisant encore mes anciens modèles. La différence était qu'à l'époque, j'étais payée pour défendre d'autres familles. Maintenant, je défendais la mienne contre elle-même. Après le dîner, je retournais au grenier. Cette fois pas pour des dossiers, mais pour quelque chose de plus intime. Un vieil enregistreur audio. Ma voix, il y a des années, pratiquant un témoignage au tribunal. La cassette fonctionnait encore. J'insérais une nouvelle cassette, appuyais sur enregistrer. Ici Madeleine Louise Giraud. Je suis saine d'esprit et de mémoire. Les déclarations suivantes sont destinées à servir de témoignage en cas de besoin. Je documentais tout. La date de mon AVC, le jour où Sophie prenait en charge mes médicaments, les changements dans mon accès financier, les documents du trust, la signature falsifiée, le ton que Raphaël utilisait. Quand il me disait que je n'avais plus à m'inquiéter, je relatais toute, calme, précise, légale. Puis je terminais l'enregistrement par une phrase. Ce n'est pas de la confusion, c'est une preuve. Je rangeais la cassette dans une boîte à serrure que je n'avais pas touchée depuis la mort de mon mari. Et pour la première fois depuis des semaines, je dormais, pas profondément, pas confortablement, mais avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis ce matin au seuil de la salle à manger. Car maintenant, ils n'avaient pas juste un problème sur les bras, ils avaient une adversaire. Le lendemain matin, pendant que Sophie était sortie faire des courses et que Raphaël était enfermé dans son bureau à prétendre travailler, j'ouvrais le tiroir du bas de ma table de nuit, sortait une photo. Il y avait 3 personnes dessus. Moi, une ancienne cliente nommée Madame Irène Dubois et sa nièce, souriante, bras liés, à l'époque où nous pensions tous qu'Irène avait encore des années devant elle. Mais la photo n'était pas ce qui comptait, c'était ce qui suivait. J'avais rencontré Irène quand elle avait 78 ans, veuve, vive comme du verre. Elle entrait dans mon cabinet avec un dossier plus épais que son propre sac, disant « Je veux m'assurer que personne ne vole ce que j'ai gagné. » Je l'aimais immédiatement. Nous rédigions tout, trust, procurations médicales, protections immobilières, c'était étanche. Mais ensuite, sa nièce emménageait, commençait à répondre à son téléphone, manquait des rendez-vous, oubliait de transmettre des messages. Bientôt, Irène cessait de se présenter. Quand elle réapparaissait enfin, elle était pâle, maigre, confuse. Sa nièce avait pris en charge ses médicaments. Convaincue 2 médecins d'écrire un déclin cognitif, elle avait même contraint Irène à signer de nouveaux documents avec sa main guidée. Littéralement, je prenais l'affaire, faisais tout annuler. Mais Irène ne vivait pas longtemps après. Sa succession passait correctement, mais pas avant qu'elle passe la dernière année de sa vie à se demander si elle perdait la tête ou si quelqu'un la lui prenait. Ce cas me hantait et maintenant c'était ma réalité. La version de vol de Sophie n'était pas bruyante ou désordonnée.
Elle souriait en coupant, disait à Raphaël que je déclinais, surveillait mes médicaments, mentionnait des médecins à qui je n'avais jamais parlé. Elle ne disait jamais « donne-moi l'argent ». Elle disait « simplifions, simplifiait ». C'était le mot qu'aimaient les abuseurs. Plus facile, plus calme, plus fluide, jusqu'à ce que vous regardiez autour et réalisiez que tout ce que vous étiez avait été plié dans le contrôle de quelqu'un d'autre. Non, pas moi. Je rangeais la photo d'Irène dans son dossier, m'élevais. Il était temps de tout documenter, comme je l'avais fait pour elle. Cet après-midi-là, je prenais un taxi. Oui, un taxi, car Sophie avait mystérieusement égaré mes clés de voiture la semaine dernière et visitais une clinique psychiatrique privée à Tours. Je n'appelais pas avant. J'entrais, manteau boutonné, carte d'identité en main. Je voudrais une évaluation cognitive, disais-je. La réceptionniste clignait. Avez-vous une référence? J'ai une licence, répondais-je, sortant ma carte du barreau et le droit de demander un examen. Elle hochait rapidement la tête. Le docteur Lambert était jeune, trop jeune, mais intelligent. Je le voyais à la manière dont il ajustait les questions. Une fois qu'il réalisait qui j'étais, il me faisait énumérer les présidents à l'envers, résoudre des mathématiques, identifier des associations de mots, mémoriser des motifs. Quand nous finissions, il semblait sincèrement curieux. Pourquoi le test? Si je puis me permettre, je souriais, juste pour mettre quelque chose au registre. Il proposait de rédiger un résumé notarié, d'envoyer les résultats à qui je voulais. Je lui disais que je viendrais le chercher moi-même la semaine prochaine. Notarié, non filtré, indépendant, une autre brique dans le mur. Que je construisais, solide, silencieux, délibéré. En rentrant chez moi, Sophie était de retour. Elle demandait comment s'était passée ma promenade. Merveilleux, disais-je, posant mon manteau sur la chaise. J'ai pris l'air, ça m'a éclairci l'esprit. Elle souriait. Tant mieux pour toi. Puis elle prenait son téléphone, commençait à texter, probablement avec ce même notaire. C'est lui qui avait estampillé son vol. Quel texte, qu'elle planifie, qu'elle pense que les murs se refermaient sur moi, car j'étais sur le point de lui montrer comment poser une vraie fondation. Quelques jours plus tard, je m'asseyais dans un café discret à Tours, à 2 pâtés de maison de mon ancien bureau, l'endroit où je rencontrais autrefois des clients trop méfiants. Pour passer les portes du palais de justice, je choisissais une table dans un coin, dos au mur, yeux sur la sortie, vieilles habitudes. Je ne les avais pas perdues. La porte tintait et entrait André Lefebvre. Même trench coat, même légère boiterie d'une blessure au tennis, qu'il n'avait jamais laissé guérir. Mais son esprit était toujours un scalpel. Il me regardait, penchait la tête. « T'as une sale tête ?» Je souriais. « Tu devrais voir l'autre. » Nous ne perdions pas de temps. Je lui tendais le dossier. Le trust falsifié, l'évaluation psychiatrique, l'affidavit audio et mes documents successoraux originaux. Il feuilletait tout en silence, hochant une fois, 2 fois, comme il le faisait au tribunal, quand il savait déjà l'issue, mais laissait l'opposition creuser sa propre tombe. « Sophie est bonne, disait-il enfin, mais pas assez. C'est brouillon, prématuré, avide. Elle pense qu'elle a peu de temps, disais-je. Il pousse vite. Je donne moins de 2 semaines. Avant qu'il tente de demander au tribunal le contrôle total, il levait les yeux brusquement. Alors nous agissons plus vite. André ne demandait pas si je voulais procéder. Il savait. Il sortait un carnet, griffonnait une liste d'étapes suivantes. D'abord, disait-il, nous déposons une demande pour un tuteur ad litem, nommé par le tribunal, indépendant, neutre, avec pleine autorité d'enquête. Ils te parleront, examineront les documents du trust, et avec ton évaluation, ils sentiront la fraude.
Deuxièmement, nous sécurisons les actifs du trust. Les gelons temporairement, jusqu'à ce que l'examen soit fini. Je déposerai sous pseudonyme, au cas où Sophie surveille le calendrier du tribunal. Et troisièmement, il me regardait, et pour la première fois depuis des années, je voyais le feu. En temps d'un piège, je me penchais, déjà à mi-chemin. Il y a une caméra dans l'horloge du manteau, elle en a déjà trop dit. Il souriait. Bon sang, tu m'as manqué. Je serrais mon thé de doigts stable. Alors ne vois pas ça comme du travail. Vois ça comme un nettoyage. André se levait. Donne-moi 2 jours. Il nous faudra des transcriptions notariées, des copies de ta carte d'identité, le rapport psychiatrique et l'audio. Tu auras le numéro de dossier officiel d'ici vendredi. Et Sophie, sa voix était froide, précise. Elle ne le verra pas venir. Nous nous séparions sans sentiment. Pas d'embrassade, pas de drame. Juste un accord silencieux. Elle avait construit un dossier contre une femme qu'elle pensait trop loin. Mais je venais de recruter l'homme qui avait aidé à bâtir mon empire. En rentrant, Sophie arrangeait des fleurs fraîches dans le couloir. Sa nouvelle obsession. Maintenant qu'elle considérait cette maison comme la sienne. Elle souriait en me voyant entrer. Belle sortie. Je hochai la tête. J'ai croisé un vieil ami. C'est gentil, gazouillait-elle. Quelqu'un que je connais. Je lui rendais un sourire. Lente, délibérée. Disons juste qu'il se souvient de qui je suis. Elle clignait. Juste une seconde. Mais c'était assez. Je passais devant elle, montais les escaliers, entrais dans ma chambre. Cette nuit-là, je ressortais le dossier du trust. Au dos du document original, j'écrivais une phrase en marqueur permanent. Une signature n'est que de l'encre, sauf si c'est la mienne. Puis j'ajoutais la date, la soulignais 2 fois. C'était un matin, l'air était sec. Cassante, le genre, qui s'installe dans la gorge, rend chaque respiration. Comme du papier de verre, Sophie rôdait depuis des jours, m'observant de près, posant des questions étranges, délibérées. Comme, sais-tu quel jour on est, Madeleine? As-tu pris tes médicaments ce matin? Ma chérie, je répondais lentement, laissant mes yeux dériver, jouant juste assez confuse. Et je savais pourquoi. Ils planifiaient quelque chose. Je le sentais dans le silence entre leurs regards. Quelque chose de définitif. Ce matin-là, Sophie mettait en scène. Elle appelait Raphaël à la maison depuis le travail. Urgence, disait-elle fort dans la cuisine, prétendant que je ne pouvais pas l'entendre depuis le couloir. Je restais à l'étage, écoutant par les fines bouches d'aération, pendant qu'elle répétait sa performance. Quand Raphaël arrivait, il s'assurait que j'étais dans le salon. Sophie préparait du thé à la camomille, le posait sur la table, ajoutant une pilule supplémentaire à côté. Pas une des miennes, pas quelque chose que je reconnaissais. Je ne le buvais pas. Elle soupirait bruyamment, se tournait vers Raphaël. Elle refuse à nouveau les médicaments. Je ne sais plus quoi faire. Il m'observait depuis le fauteuil, yeux pleins d'une sollicitude qu'il n'avait pas méritée. « Maman, tu vas bien. Sais-tu quel jour on est ?» Je le fixais. Vide. On est en murmurage. Presque riant. Le président Mitterrand envoie ses salutations. Sophie semblait triomphante. Raphaël effrayé. Toutes faisaient partie de la scène. Leur scène, celle dont ils avaient besoin pour justifier le document final, qu'ils avaient déposé sans ma connaissance au tribunal successoral ce matin-là. Je l'apprenais cette nuit-là. Il ne me le disait pas. Bien sûr, mais j'interceptais un message vocal sur le téléphone de Raphaël, laissé sur haut-parleur, pendant qu'il préparait le dîner. L'assistant de l'avocat, confirmant leur pétition pour me déclarer légalement incapable. La date du tribunal était accélérée. 5 jours. Ça arrivait. Sophie avait convaincu un de ses amis, le docteur Moreau, un psychiatre à leur solde, de déposer un second rapport avec des mots comme démence, délire, mémoire peu fiable.
Je m'asseyais seule dans ma chambre après le dîner, fixais le miroir de la chambre. Ils essayaient de m'effacer. Pas juste de prendre ma maison, ma vie, mais mon esprit, mon nom. Ce n'était pas juste une trahison, c'était une exécution publique de l'identité. J'ouvrais le tiroir, sortais mon enregistreur. « Et qui Madeleine Louise Giraud ?» disais-je. Voix stable. Aujourd'hui, Sophie Giraud a placé une pilule inconnue dans mon thé, a tenté de provoquer un comportement indiquant une psychose. J'ai feint la confusion. Je n'ai pas bu le thé. L'incident a été vu par Raphaël Giraud. La pilule reste dans la tasse, intacte, et sera conservée pour analyse. Je plaçai la tasse, encore pleine, dans un sac plastique scellé, puis la verrouillai dans le congélateur avec une note pour André. Quand Raphaël frappait 1 heure plus tard, j'étais calme. « Maman ?» demandait-il doucement. « Sophie et moi allons rencontrer le docteur Moreau demain. Il pourrait avoir des recommandations pour tes soins à l'avenir. »« Charmante, » disais-je, souriante. Qu'il pense que ça marchait, qu'il croit que je m'effilochais. Car quand cette pétition arriverait devant le juge, ce ne seraient pas leurs mots. Qui compterait, ce seraient les images, l'enregistrement, le rapport de laboratoire médico-légal, les évaluations notariées. Je passais les 2 jours suivants à prétendre oublier. Je laissais le porridge brûler. J'appelais le chien par le nom de mon piano d'enfance. Je fixais la télévision, quand elle n'était même pas allumée, et ils y croyaient. Sophie parcourait la maison avec une sorte de joie malsaine. Elle claquait la langue, murmurait des choses, comme « pauvre chose », assez fort pour que je l'entende. Raphaël continuait à se frotter la nuque, détournait le regard. Il ne voulait pas savoir jusqu'où ça allait. Il voulait juste que ce soit fini. Alors je les laissais penser que ça le serait, mais en coulisses. Mes mains bougeaient, j'utilisais un vieil ordinateur portable, qu'il ne savait pas que je gardais, chargé dans mon armoire de couture, sans application, sans historique, sans compte synchronisé. J'envoyais un message via un portail crypté à André, procédé au dépôt, utiliser un pseudonyme, tous les documents prêts à être récupérés, délai 4 jours. Puis je faisais mon second mouvement. Je contactais mon ancien associé, pas depuis mon téléphone, mais depuis une cabine téléphonique à 3 pâtés de maison à la pharmacie. Lui disais seulement ce qu'elle devait savoir, que j'avais besoin d'un tuteur ad litem, assigné immédiatement sous pétition anonyme. Elle ne posait pas de questions. Elle me devait trop. Cette nuit-là, je plantais la graine pendant le dîner. Je me tournais vers Sophie, disais « Penses-tu que Raphaël ira bien après mon départ ?» Elle clignait. « Partir où ?»« Oh !» Je souriais faiblement. Je sens juste quelque chose venir. Comme un amincissement. Comme si le monde me pliait. Ses yeux s'illuminaient. « Avides, tu ressens ça depuis longtemps. Depuis que les maux de tête ont commencé. Tu te souviens des maux de tête, n'est-ce pas ?» Je voyais ses pupilles se dilater. Je n'avais jamais mentionné de maux de tête. Elle ne saisissait pas l'appât, mais la panique était dans sa gorge. Raphaël m'observait avec une culpabilité mal à l'aise. « On va t'aider. »« Maman, je hochais la tête. Gentiment. Je sais, tu le fais toujours. » Plus tard cette nuit-là, j'entendais la dispute chuchoter derrière la porte de la chambre d'amis. « Elle glisse. » sifflait Sophie. « Il faut agir maintenant. C'est toujours ma mère. » murmurait Raphaël. « Alors laisse-la mourir avec dignité. » Et sans nous traîner dans un enfer légal, lançait Sophie. Je posais ma tête contre le mur, écoutais le son de mon fils avalant sa honte. Le lendemain matin, la lettre arrivait, livrée à la main, certifiée. Unmistakable une date de tribunal. Audience de tutelle. 5 jours. Je l'ai laissé me le dire. Laissais Sophie tenir l'enveloppe, comme si c'était une annonce tragique de la reine elle-même. Elle disait doucement, « Ce n'est qu'une formalité. Madeleine, juste pour te protéger. N'aie pas peur. » Je clignais lentement.
les yeux assez humides pour la détendre. Cet après-midi-là, pendant qu'ils étaient à leur rendez-vous, André arrivait dans une berline discrète. Nous nous rencontrions dans le garage. Il ouvrait sa mallette, me montrait ce que nous avions construit. La pétition d'opposition formelle avec l'évaluation psychiatrique jointe, les preuves audio, la chronologie, l'affidavit et les images de la caméra Sophie murmurant « Elle ne tiendra pas le mois » en ajustant son chemisier devant mon miroir. « Ça !» disait André. « C'est un pistolet à clous pour leur cercueil. » Prête. Je hochais la tête. « Qu'ils construisent que la potence. Je fournirai la corde. » Il souriait, puis me tendait la dernière pièce. Une lettre notariée me déclarant pleinement compétente et demandant une enquête immédiate sur la fraude envers les personnes âgées. Quand Sophie rentrait, je regardais un jeu télévisé, buvant un thé, que j'avais préparé moi-même. Je ne dormais pas cette nuit-là, pas par inquiétude, mais parce que j'écrivais 14 pages, chaque ligne gravée avec le genre de clarté qu'on ne peut pas feindre, celle qui vient d'être enterrée vivante et de s'en sortir à mince noueux. Je m'asseyais à mon vieux bureau, celui qu'ils avaient poussé dans un coin, comme une pièce de musée. La lampe bourdonnait faiblement, l'air sentait la poussière et une rage silencieuse. L'affidavit commençait par la vérité. Moi, Madeleine Louise Giraud, étant saine d'esprit, soumettre par la présente ce compte-rendu personnel en réponse à la pétition, prétendant mon incapacité mentale. Puis venait le reste, détaillé, daté, démêlé. Je décrivais l'AVC, la récupération, le flot soudain de soutien de Sophie, la manière dont elle gérait mes médicaments, coupait mon courrier, redirigeait mes appels, comment elle utilisait des mots comme sécurité, simplifiait pour construire des murs autour. Autour de moi, que Raphaël ne reconnaissait même pas, j'écrivais sur le trust falsifié, l'écriture qui imitait la mienne, mais manquait de poids, le trait du L dans Louise, qui bouclait trop tôt, le notaire, dont le sceau était acheté, pas gagné, j'incluais un index complet des événements. Le jour où ils déplacèrent le chéquier, le matin où elle plaçait une pilule non prescrite dans mon thé, l'instant où elle murmurait « 2 semaines » dans ma cuisine. Chaque affirmation soutenue par l'audio, la vidéo, un témoin, ma mémoire, mon examen psychiatrique, les notes du tuteur. Je n'écrivais pas émotionnellement. J'écrivais légalement, mais dans le dernier paragraphe, je me permettais une vérité personnelle. J'étais autrefois la fiduciaire de cette famille, puis j'en suis devenue le fantôme. Ils pensaient que le silence signifiait la reddition, mais je n'étais pas perdue. J'observais, documentais, préparais, et maintenant je demande au tribunal de faire ce que je ne pouvais pas. En étant lié par la politesse, retirer la menace de l'intérieur de ma maison. J'imprimais sur papier l'un, signé avec un stylo, que je n'avais pas utilisé depuis des années. Celui de mon père, c'est lui, qu'il m'avait donné. Quand j'avais réussi le barreau, ma main ne tremblait pas une fois. Quand André venait le récupérer le matin, il restait longtemps, lissant le dernier paragraphe, puis me regardait, disant « T'as encore du feu, Madeleine ?»« Non, corrigeai-je, j'ai de la précision. » Il souriait. « Le tribunal est dans 2 jours. » Je hochais de la tête. Ne les gaspillons pas. Le lendemain matin, Sophie demandait si je voulais revoir mes médicaments avec elle. Je souriais, douce comme toujours. Bien sûr, elle étalait les pilules sur la table. 3, que je ne reconnaissais pas. C'est quoi celle-là encore? Demandai-je. Elle marquait une pause, juste 1 seconde. Oh, juste un sédatif léger. Ordre du médecin. Je hochais de la tête, puis repoussais soigneusement les pilules dans sa main. Prends-la alors. Voyons à quel point c'est léger. Elle me fixait. Quelque chose vacillait dans ses yeux paniques.
peut-être, ou réalisation. Je ne clignais pas. Ce jour-là, elle textait Raphaël plus que d'habitude. Son téléphone ne quittait pas sa paume. Elle murmurait sur la terrasse, en prétendant arroser des plantes, qu'elle n'avait pas touchées depuis des semaines. Elle sentait le changement. Ils le font toujours, juste avant la chute. Ils pensent tenir les ficelles, jusqu'à l'instant où ils se retrouvent suspendus par elle. Et je venais de tirer assez fort pour que le nœud se resserre. Je les invitais à dîner un dimanche. Sophie s'illuminait, comme si je lui avais offert une récompense. « Quelle merveilleuse idée, Madeleine !» disait-elle. « Ce sera si agréable de faire quelque chose ensemble avant l'audience. » Exactement, avant l'audience. Je passais la journée à mijoter un rôti, à polir l'argenterie, à dresser la table avec le linge, que Sophie jugeait autrefois trop sophistiqué. La maison sentait le romarin et la finalité. Sophie portait des perles. Raphaël portait de la confusion. Je portais mon vieux parfum de tribunal. Nous nous asseyions, échangions des amabilités forcées. Et quand le vin était versé, Sophie s'éclaircissait la gorge, comme si elle allait porter un toast. « J'ai apporté quelque chose », disait-elle, glissant un dossier de son sac surdimensionné. Juste quelques documents finaux pour simplifier les choses après l'audience. Elle le posait à côté de mon assiette, comme un dessert. À l'intérieur, un Nouveau Testament, entièrement tapé, commodément dépourvu de toute la nuance de l'original. Il passait tout à Raphaël et Sophie. Aucune mention de fondation, d'association, ou de Camille, la fille de ma défunte sœur Odette. Pas de contingence, pas de protection, juste une ligne en bas, signée en pleine conscience par Madeleine Louise Giraud. Elle pensait signer le coup fatal. Ce qu'elle ne savait pas, c'était ce qui se trouvait sous la nappe. Juste sous ma chaise, un petit enregistreur numérique, déjà en marche, sous la table aussi. Une enveloppe, scellée et notariée, contenant une copie du vrai trust, mon affidavit et une lettre adressée au juge Lebrun. Prédéposée via le bureau d'André ce matin-là, mais je jouais le jeu. J'ouvrais le dossier, le parcourais. Disais-je, feignante la confusion. Vous avez fait ça tout seul. Sophie souriait. Modestement. On a eu un peu d'aide. Mais oui. Et vous voulez que je signe ça? Demandai-je, penchant la tête. Si tu te sens d'attaque, disait-elle. Trop vite. Je le suis, répondais-je. Je prenais le stylo. C'est lui, qu'elle avait apporté avec le lac noir, probablement gravé des initiales de Raphaël. Je le cliquais une fois, puis encore, et encore. 3 fois délibéré le signal, qu'André et moi avions convenu. Si quelque chose tournait mal, le plan de secours s'activait, mais rien n'irait de travers, car ils étaient trop confiants pour questionner quoi que ce soit. Je signais le faux testament, soigneusement, lisiblement, juste sur la ligne, que Sophie avait laissé pour moi, comme un piège. Elle souriait largement, ravie. Raphaël semblait incertain, mais ne disait rien, comme d'habitude. « Tu as pris une décision intelligente », disait-elle. Je hochais la tête. « Tu n'as pas idée », répondais-je. Il restait pour le dessert. Sophie prenait même un second verre de vin. Elle gloussait, disait comme c'était agréable d'être à nouveau une famille, et je lui rendais un sourire, car je savais ce qui venait. Après leur départ, je plaçais l'enregistreur et le testament signé dans une enveloppe matelassée, déjà adressée. Je l'apportais moi-même à la boîte aux lettres, affranchie, oro date, irréfutable. Pendant qu'il dormait, le juge aurait tout. Sophie pensait m'avoir filmé en train de signer mon pouvoir, mais je venais de la filmer célébrant un crime. Et lundi, le tribunal n'aurait pas besoin de beaucoup de conviction. La signature était la mienne, mais le choix, c'était le sien, et elle avait choisi le mauvais. Le lundi arrivait avec un vent froid et un numéro de salle d'audience, imprimé en gras sur une convocation à Tours. Sophie portait du bleu marine, un blazer trop net pour quelqu'un,
Prétendant être une soignante aimante, elle entrait dans le palais de justice comme si elle recevait une récompense. Raphaël suivait. Peule, lèvres serrées. J'entrais avec André, sans déambulateur, sans canne, sans hésitation. Le greffier à la porte disait « Madame Giraud ». Je répondais sans cligner. Présente, nous nous asseyions de part et d'autre. Sophie me jetait des regards, attendant la performance, qu'elle espérait, le regard vide, la confusion, le bégaiement sur les noms. À la place, je sortais un stylo et un bloc-notes. Je n'écrivais rien, je la laissais juste le voir. Le juge Lebrun entrait, épaules carrées, alerte. Il n'était pas novice, pas indulgent, et Sophie ne le savait pas. Mais il avait déjà examiné les dossiers envoyés par le bureau d'André, les images, l'affidavit, la tasse à thé que Sophie avait trafiquée. Maintenant enregistré dans un sac de preuves, l'évaluation psychiatrique, chaque page. Il ne regardait même pas Sophie en commençant, avant de procéder à la pétition de tutelle. Disait-il, je voudrais examiner quelques documents supplémentaires, soumis par l'avocat de la répondante, Madame Giraud. Sophie s'agitait. Raphaël se redressait. André se levait. Commençait le démantèlement silencieux. Il diffusait un clip de l'enregistrement. Juste un court. La voix de Sophie résonnait dans les haut-parleurs du tribunal. Elle ne tiendra pas le mois. Signe juste. Elle ne contestera jamais. La salle tombait silencieuse. Le visage de Sophie blanchissait. Raphaël se tournait lentement vers elle, la confusion se transformant en incrédulité. André n'élevait pas la voix. Il n'en avait pas besoin. « Ceci, disait-il, est un schéma de coercition. Cette femme, ma cliente, a été panetchpouliée, isolée, médicalement compromise et fraudée. Les images montrent l'intention. Les documents montrent la falsification. Les évaluations montrent une pleine compétence. » Le juge se tournait vers moi. « Madame Giraud, souhaitez-vous parler ?» Je me levais, pas lentement, pas avec prudence, avec détermination. Je veux seulement dire, commençais-je, voix claire, que l'amour sans respect n'est pas de l'amour, et que le silence n'égale pas la faiblesse. Je savais ce qu'ils faisaient. Je les ai laissés finir l'histoire, car ils étaient trop arrogants pour réaliser que j'avais déjà écrit la fin. Sophie ouvrait la bouche. Le juge l'interrompait. « Vous aurez votre chance, mais vous feriez mieux de considérer vos droits soigneusement à partir de maintenant. » Elle s'asseyait lourdement, yeux écarquillés, mains tremblantes. Le juge se tournait vers Raphaël. « Monsieur Giraud, vous étiez complice. Que ce soit par action ou inaction, si vous continuez à vous aligner sur cet effort, vous pourriez vous retrouver nommé dans un dépôt d'accessoires. » Raphaël bégayait. « Je ne savais pas. » Le juge lui lançait un long regard dur. « Vous n'avez pas demandé. » Et c'était la chose la plus vraie dite ce matin-là. À la fin de l'audience, la pétition de tutelle était rejetée. Tous les pouvoirs restaurés, tous les documents falsifiés annulés. Mais la salle d'audience n'applaudissait pas, elle respirait juste. Sophie sortait en trombe, manquant de trébucher sur le seuil. Raphaël s'attardait. « Maman » commençait-il, mais je ne le laissais pas finir. « Je te manque maintenant » disais-je doucement. « Mais où étais-tu quand elle me donnait des pilules que je ne reconnaissais pas ?» Il n'avait pas de réponse, et c'était une réponse suffisante. Il revenait à la maison 2 jours plus tard, Sophie semblant creuse, aigre, pourtant toujours les boucles d'oreilles en perles, qu'elle pensait la rendre respectable. Raphaël à ses côtés, mains dans les poches, comme un garçon pris à sécher l'école. Il pensait entrer dans un règlement final, un accord civil. Ce dans quoi ils entraient, c'était moi. J'étais assise dans le salon principal, dos droit. Le trust original étalé devant moi, comme une déclaration de guerre. À côté de moi se tenait André, à sa gauche, l'officier marchand de l'unité de protection des aînés du comté.
Et juste derrière lui, clipboard en main, un enquêteur d'État. Sophie trébuchait au seuil. Raphaël se figeait. « C'est du harcèlement », disait Sophie immédiatement. Voix cassante. « Non », disais-je, sans me lever. C'est la retombée. André se levait. « Madame Giraud, sur la base de la décision du tribunal et de notre dépôt subséquent, les forces de l'ordre ont ouvert une enquête sur la notarisation frauduleuse, la coercition, l'abus sur personnes âgées et la tentative de vol par manipulation de documents successoraux. » La bouche de Sophie s'ouvrait, mais rien n'en sortait. L'officier marchand s'avançait. « Sophie Giraud, vous êtes placée en état d'arrestation pour fraude financière, manipulation de testament et mise en danger d'un adulte protégé. » Au moment où ses mains étaient menottées dans son dos, je ne ressentais pas de joie, seulement de la justice. Alors qu'elle était emmenée, elle se tournait vers Raphaël, yeux écarquillés d'incrédulité. « Fais quelque chose. » Mais Raphaël restait là. Il me regardait, vraiment me regardait. Pour la première fois depuis des mois. « Maman, » murmurait-il, « pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» On pouvait parler. Ma voix sortait basse, stable. On ne parle pas à quelqu'un qu'on pense en train de s'effacer. On lui parle dessus. Il déglutissait fort. « Je ne savais pas. » « Mais tu aimais ne pas savoir. » L'interrompais-je. « Tu aimais ne pas être responsable. Tant que Sophie prenait les décisions, tu n'avais pas à être le méchant. » Il baissait les yeux sur ses chaussures. Et pour une fois, ne disait rien. L'officier avec le clipboard me tendait une copie du rapport, complet avec le numéro de dossier, les accusations et la chronologie. Sophie ferait probablement face à plusieurs chefs d'accusation de crime. Si elle était condamnée, elle ne contrôlerait plus jamais un centime de l'avenir de quiconque. Quant à Raphaël, je n'appelais pas la police contre lui. Je n'en avais pas besoin. Il devrait vivre en sachant qu'il était resté dans la pièce, pendant que sa mère était presque effacée et n'avait rien dit. Quand il partait, la maison était à nouveau silencieuse, pas vide, juste propre. Je marchais jusqu'à la cheminée, prenais le Nouveau Testament, que Sophie avait regardé avec joie me signer, le déchirais en deux, puis encore, et encore, jusqu'à ce qu'il ne soit plus que des confettis, qu'elle regarde depuis sa cellule, qu'elle voit ce qui arrive quand on essaie d'enterrer quelqu'un qui respire encore, qui a des os et un sacré numéro de barreau. Ce soir-là, je m'asseyais avec mon thé, du vrai thé, infusé de mes propres mains, et rédigeais un dernier addendum à mon trust vivant. Il disait, si je suis jamais déclaré inapte à nouveau, que ce soit par mon propre fait, pas par l'avidité portant un collier de perles. La salle d'audience à Tours semblait plus froide cette fois. Pas à cause du temps, mais à cause du silence. Le genre lourd, un roulé qui s'installe quand les gens savent ce qui vient, mais ne peuvent te le dire à voix haute. Sophie s'asseyait de l'autre côté de l'allée dans son costume bleu marine sans plis. Sans bijoux cette fois, cheveux attachés. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait répété à être pitoyable. Raphaël s'asseyait derrière elle. Il ne parlait pas, ne me regardait pas. André s'asseyait à côté de moi, note sa main, calme, comme un étang d'hiver. Le juge nous appelait à l'ordre, et je me levais, sans canne, sans assistance. Juste moi, papier en main, prête à fermer la porte pour de bon. Madame Giraud, commençait le juge. Le tribunal a examiné les preuves soumises, y compris les images de la caméra cachée, les signatures falsifiées notariées et les déclarations enregistrées de la défenderesse. Nous avons également examiné vos évaluations médicales, indépendantes et assignées par le tribunal. Votre capacité mentale n'est pas en question. Je hochai la tête une fois, le laissai finir. Madame Sophie Giraud, se tournait-il, voix s'aiguisant. Vous êtes par la présente reconnue responsable de la tentative de coercition et de manipulation frauduleuse des documents légaux relatifs à la succession Giraud. La bouche de Sophie s'ouvrait, comme si elle pourrait objecter,
Mais son avocat posait enfin une main sur son bras. Le juge continuait, bien que la sentence soit reportée au tribunal pénal. Ce tribunal successoral décide ce qui suit. Tous les documents falsifiés sont nuls. Le trust original est cet établi. Vous êtes interdite d'accéder, de conseiller ou d'influencer toute décision successorale concernant Madeleine Louise Giraud. Il se tournait à nouveau vers moi. « Avez-vous quelque chose à dire ?» Je faisais un pas en avant. « Tenez le papier. Ne le regardez pas une fois. Ils aimaient mon argent plus qu'ils ne m'aimaient, disais-je. Et quand ils pensaient pouvoir avoir les deux, ils ont essayé d'effacer la seule chose qui me rendait encore dangereuse mon esprit. » Sophie tressaillait. Je laissais ma voix s'aiguiser. Je ne suis pas en colère, parce qu'ils ont essayé de prendre ma maison. Je suis furieuse, parce qu'ils pensaient que je ne le remarquerais pas. Je reculais. Le juge hochait la tête. Que le registre reflète l'accord du tribunal. La fraude successorale, surtout envers les personnes âgées, est une épidémie croissante. Mais pas aujourd'hui. Il frappait le marteau une fois. Sophie restait immobile. Pas de larmes, juste de l'humiliation. Raphaël se levait lentement. Essayait encore. « Maman, je suis désolée. » Je le regardais. « Non, disais-je. Tu es désolée. » Qu'elle se soit fait prendre. Il baissait les yeux. Je me tournais pour partir. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je ne me sentais pas comme une femme rampant hors de la tombe. Je me sentais comme celle qui écrivait l'éloge funèbre. Dehors, des reporters s'étaient rassemblés. Des types locaux à petite échelle. André les gérait. Je n'avais pas besoin de l'attention. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de récupérer mon nom, mon héritage, ma maison, et que personne d'autre ne touche à mes pilules. Sophie passait 2 nuits en prison de comté avant l'audience de caution. Elle n'était pas relâchée. Falsifier des documents successoraux pour une femme mentalement compétente et tenter de l'empoisonner pour se conformer ne plaisait pas au procureur, surtout pas quand on en riait à la caméra. Ces accusations incluaient l'abus financier, la notarisation frauduleuse, la manipulation de documents légaux, la tentative d'empoisonnement en attente de toxicologie. Son avocate essayait de négocier, invoquait la tension émotionnelle et l'épuisement des soignants. Le procureur ne bronchait pas. Sophie ferait probablement du temps. Et même si elle ne le faisait pas, elle ne pratiquerait plus jamais rien avec une licence ni immobilier, ni soins, rien. Je ne l'enterrais pas, la loi le faisait. Quant à Raphaël, il venait à la maison une fois, pas pour s'excuser, pas vraiment, plus comme un homme espérant une fenêtre ouverte. Quand il savait que la porte était claquée, il se tenait sur le porche avec un bouquet de fleurs de station-service, un sac d'épicerie avec mon thé préféré au citron, et le regard d'un fils pensant que le regret comptait pour quelque chose. J'ouvrais la porte, ne l'invitais pas à entrer. « Maman, comment c'est-il » Je ne savais pas à quel point c'était grave. « Elle t'a dit beaucoup de choses », disais-je. Il hochait lentement la tête. « Tu semblais toujours forte. Je ne pensais pas qu'elle pourrait t'atteindre. Elle ne l'a pas fait, disais-je. Voix plate. Elle t'a atteint. » Il tressaillait. « J'ai fait une erreur, » murmurait-il. Je le fixais longtemps, puis disais enfin, « Les erreurs, c'est quand tu trébuches. Tu as aidé à pousser. » Il ne répondait pas. Après un long silence, il tendait le sac. « J'ai apporté ton thé au citron. » Je secouais la tête. La dernière fois que quelqu'un m'a fait du thé dans cette maison, j'ai failli tout perdre. Il baissait la main. Je laissais le silence croître. Puis disais doucement, « J'espère que tu as appris quelque chose de ça. Raphaël, mais tu le feras ailleurs. » Je fermais la porte. Ne la claquais pas, mais elle restait fermée. Ce soir-là, je mettais à jour mon testament, retirais les 2 noms. Raphaël et Sophie entièrement. J'ajoutais ma nièce,
Camille, à nouveau, une femme qui appelait à chaque fête, qui traversait l'État après mon AVC. Juste pour tenir ma main sans rien demander, je lui donnais la maison. Pas parce que j'étais mourante, mais parce que je voulais que quelqu'un d'honnête sache ce que ça faisait de s'y sentir chez soi. J'engageais aussi une aide-soignante à temps partiel. Pas quelqu'un recommandé par Sophie. Quelqu'un que j'avais moi-même vérifié. Une infirmière à la retraite nommée Monique qui riait comme le tonnerre et portait un couteau de poche. Je l'aimais immédiatement. Avec Sophie partie et Raphaël effacé de mes affaires, la maison respirait différemment plus chaude, plus sûre, réelle. Je recommençais à marcher, à cuisiner pour moi. Plantais même des tomates derrière l'abri à outils, là où Sophie m'avait dit « Ne t'embête pas, tu oublieras qu'elles sont là ». Je les arrosais chaque matin, juste parce qu'elle disait que je ne le ferais pas.